Dans une salle d'un grand hôtel de N'Djamena, gouvernement tchadien et Nations Unies dressent un bilan d'étape. Le bilan cadre 2024-2026 vise à renforcer les piliers du développement durable, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et du développement rural. Ce vendredi, les échanges ont porté à la fois sur les progrès réalisés et sur les défis encore à relever. Ce plan nous laisse une grande marge de manœuvre pour continuer ensemble notre coopération, bien que dans un contexte de crise sans précédent de l'aide publique au développement, dont les conséquences affecteront certainement la mise en œuvre de nos programmes communs et nous imposent d'être plus stratégiques et innovants dans nos approches. Mais si des avancées sont saluées, notamment dans l'accès aux services sociaux de base, les difficultés structurelles demeurent, insuffisance de financement, capacité d'exécution limitée ou encore résilience face au choc. Notre cadre de coopération vise à améliorer la coordination, la cohérence et la synergie des interventions des agences du système des Nations Unies pour accompagner le pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable et la réalisation de l'agenda 2030. Il repose sur plusieurs priorités essentielles, à savoir l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires, la promotion de l'état de droit et de la cohésion sociale et une croissance économique inclusive et diversifiée. La réunion s'est conclue par une série de recommandations précises visant à renforcer l'alignement entre les partenaires et à améliorer l'impact des actions sur le terrain. Le cap est désormais mis sur l'année 2025 avec un mot d'ordre, l'efficacité et cohérence. Il y a quelques jours encore, Donald, candidat au bac, croyait en avoir fini avec le lycée. Il avait rangé ses cahiers, plié son uniforme, tourné la page. Mais les résultats de la première session en ont décidé autrement. Aujourd'hui, Donald ressort ses notes et reprend le chemin des révisions. Le rêve a pris du retard, mais il n'est pas abandonné. Bien au contraire, motivé, concentré, il aborde cette seconde chance avec l'envie d'en finir, cette fois en vainqueur. Et je me prépare là, j'ai encore le courage pour affronter ce deuxième tour. Je ferai tout pour valider, pour obtenir ce bac. Ce qui m'a un peu anéanti, c'est la mathématique. La deuxième session est prévue pour le mardi 1er juillet dans l'ensemble des centres d'examen du pays. Une journée pas comme les autres pour les occupants des trottoirs et espaces publics des 4e, 5e et 7e arrondissements d'N'Djamena. À Dembe, le réveil est brutal. Les machines lourdes, notamment les Caterpillar, avancent sans ménagement. Les abris de fortune, les étals et autres constructions illicites volent en éclats. Un délai avait été accordé aux occupants, mais beaucoup ont choisi de rester. À tous les commerçants, à tous nos opérateurs qui occupent plutôt les espaces publics, notamment les emprises des avenues, de se corriger, de revenir parce que la commission, j'avais déjà dit une fois, la commission ne va pas se reposer. Nous sommes là et ils doivent s'inquiéter parce qu'on est là, on peut frapper à tout moment. Lancée depuis plusieurs mois, cette vaste campagne de déguerpissement vise à redonner une nouvelle image à la capitale tchadienne. Les autorités promettent que l'opération va se poursuivre dans les prochains jours sur d'autres sites ciblés. Des lopes, pelles, brouettes et râteaux en main, des dizaines de jeunes filles et garçons se sont mobilisés dans les rues du quartier Kamda. Leur mission, nettoyer les caniveaux et aménager les espaces publics pour prévenir les inondations, un fléau récurrent en cette saison de pluie. En tant que jeunes organisés dans une communauté, dans un quartier, il est nécessaire que nous puissions innover ce genre d'activité
pour enfin essayer de, même si ce n'est pas de régler, c'est-à-dire d'une manière totale, il faudrait que nous puissions apporter au moins notre aide, ce que nous pouvons, pour que nous puissions vivre dans un bon environnement. À travers cette action, nous allons d'abord dégager ces dépôts pour pouvoir ne serait-ce tracer des caniveaux. Donc c'est une action continue. Dans les jours à venir, nous allons tracer des caniveaux pour pouvoir drainer l'eau. Donc tout ce que nous faisons consiste justement à lutter contre les inondations dans notre quartier. Une action saluée par les habitants qui voient dans cet engagement une réponse concrète aux défis environnementaux du quartier. Et j'exhorte les autorités communales à donner un coup de main à ces jeunes, puisqu'ils ont la volonté, il faut s'appuyer sur cette volonté pour aménager un peu les quartiers. J'encourage cette jeunesse-là de leur engagement afin de rendre propre le quartier et surtout assainir le quartier en cette période de saison de pluie. Ils appellent désormais les autorités communales à amplifier ce élan en intégrant la jeunesse dans des projets d'envergure pour une ville plus propre et plus sûre. Un discours chargé d'émotions, lu par l'un des cadres du parti, appelant à l'unité et à la persévérance face à l'adversité. En venant écouter ce message, ils étaient des milliers ce soir, réunis face au balcon de l'espoir, brandissant des pancartes, réclamant libérer Succès Masra, justice et égalité, ou encore 40 jours en prison, en solidarité à ses militants et pour protester contre son arrestation. Succès Masra annonce entrer en grève de faim. Dès ce soir, en solidarité avec vous tous et en protestation pour les injustices imméritées, j'entre en grève de faim pour exiger la libération des énergies de ce peuple prisonnier de ces injustices et inégalités. C'est le moyen que j'ai en prison. Merci à vous qui vous engagez sur tous les fronts jour et nuit, à l'intérieur du Tchad comme dans la diaspora, pour notre cause commune. Arrêté le 16 mai dernier, Succès Masra est accusé par la justice d'incitation à la haine, de complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépultures, des charges que ses partisans dénoncent comme politiquement motivées et exigent sa libération. Au Grand Marché, la voie bitumée menant vers Dembe est à moitié occupée. Sur le goudron, des amas de détritus, plastique, boue, bidons usés, le tout entassé ça et là, après le curage des caniveaux. Résultat, la circulation devient une casse-tête. Les taxis n'arrivent plus à stationner et une forte odeur se dégage dans les environs. Ça gêne parce qu'en cas de quoi, il y a une certaine personne, il roule avec beaucoup de vitesse. Donc il ne peut pas faire attention, il peut ramasser quelqu'un. Donc ça gêne vraiment. La mairie doit commencer ça plus tôt. Mois de janvier, février, mars ou plus tard. Il ne faut pas qu'il attende jusqu'à la dernière minute. D'accord ? Le deuxième conseil, c'est quoi? Il faut qu'il ramasse rapidement, juste après le curage. Vous voyez, les gens du curage vont passer, tout de suite les ramasseurs aussi vont passer, et les gens qui referment aussi. Ça se fait automatiquement. Ce n'est pas quelque chose de miracle, tu vois, non? C'est faisable. C'est une question de volonté aussi. Lancée il y a plus d'un mois, l'opération de curage vise à prévenir les inondations à N'Djamena. Mais si les objectifs sont salués, la méthode, elle, irrite. Les riverains appellent les autorités à évacuer rapidement les déchets pour éviter une autre forme d'insalubrité. Des kits alimentaires, du matériel non alimentaire et 10 000 kits d'hygiène. Ce don remis à la Sénat par les Émirats arabes unis vise à répondre aux besoins urgents des populations déplacées à l'est du pays. Un geste fort, symbole d'une solidarité constante entre Abu Dhabi et N'Djamena. Nous sommes venus apporter de l'aide humanitaire à l'est du Tchad aux réfugiés soudanais. Cette aide s'inscrit dans le cadre de la politique de stabilité sociale et de la solidarité humanitaire du gouvernement émirati envers les réfugiés. C'est un défi pour tout le monde. Du côté tchadien, cette aide est saluée à sa juste valeur.
Le secrétaire permanent de la CNAA rappelle la qualité de la coopération entre les deux États, notamment sur le plan humanitaire. Nous sommes à notre énième réception. Il est très important de le savoir parce que les Émirats arabes unis, un pays ami, nous a soutenus maintenant depuis plusieurs mois et ils le répètent et cela montre également leur solidarité envers l'ensemble des populations affectées avec l'arrivée de nouveaux réfugiés soudanais. Le don a été réceptionné en présence de plusieurs responsables et agents de la CNAA. Il devrait être acheminé dans les prochains jours vers les zones les plus touchées à l'est du pays. Concentration maximale dans cette salle. Derrière les ordinateurs, les membres du jury enchaînent les saisies. Les notes, dictées à voix haute, sont minutieusement reportées dans le système. Emballées bien rodées, entre dictée, saisie et supervision. Le président du jury insiste, cette étape est déterminante pour la suite du processus. Nous avançons doucement et lentement pour que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions. Donc, du moins, le travail se ferait dans le délai. Nous allons respecter le temps et les résultats seront donnés dans ce temps-là. De leur côté, les candidats retiennent leur souffle. Chez lui ce matin, Torta Donald, candidat au bac, range ses cahiers en attendant le verdict. On a fini de composer, je suis un peu fier, quoi. Je suis sûr d'avoir le bac cette année, donc j'attends impatiemment le résultat. Donc les tenues et les trucs sont arrangés, je garde ça pour mes petits frères, quoi. Comme lui, plus de 100 000 candidats doivent encore patienter avant de connaître leur sort. Dans la cour du lycée Félix Eboué, candidats rassemblés autour des listes affichées, des regards inquiets, des silences lourds. Alifa Mustafa, candidat en série G2, cherche son nom parmi les admis, en vain. La veille, il avait consulté son résultat par téléphone, mais l'espoir l'a poussé à venir vérifier en personne ce matin. Pas de miracle. Son nom n'apparaît ni parmi les admis d'office, ni dans la liste des admissibles. Si les juillet seulement étaient un peu plus faciles, ça pourrait aller. Mais le sujet était trop compliqué, et même le suivant est trop strict. Comme lui, ils sont nombreux à répartir bredouille. Pour les pédagogues, ces résultats reflètent un manque de préparation et de rigueur chez certains élèves. Si l'élève n'écrit pas, l'enseignant ne peut pas écrire. L'enseignant a déjà enseigné, il a dispensé le cours. Et si on doit peut-être essayer d'accuser les enseignants, il faut repartir, vérifier les cours. Combien de chapitres sont abordés? Est-ce que le programme est achevé? Quelle est la qualité de l'enseignement? Mais sinon, en grande partie, c'est l'élève. Parce que c'est l'élève qui écrit. On t'a déjà donné le savoir. C'est à toi d'aller restituer. Parce qu'on veut évaluer ton niveau. Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que réellement tu as appris quelque chose? C'est ça l'objectif de l'examen. Mais si l'élève, en tant que tel, ne fait rien, mais on ne peut pas lui donner des points pour rien. L'année dernière, 26% des candidats avaient été admis d'office. Cette année, sur plus de 104 000 inscrits, seuls 23 374 franchissent le premier tour, soit un taux de réussite de 22,38%, en baisse de 4 points. Mais l'aventure n'est pas encore terminée. Les 26 854 candidats admissibles ont encore une chance. Ils passeront les épreuves le 1er juillet prochain. La clinique fiduciaire a pour objectif de renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la gestion des projets financés par la BAD au Tchad. Elle vise à améliorer leurs capacités pour optimiser la performance du portefeuille des projets. Les sessions de travail consisteront en un transfert de connaissances sur les règles, les procédures, les bonnes pratiques et standards de qualité appliqués par la BAD. Il s'agit en effet d'une initiative pour le renforcement des capacités institutionnelles à travers l'organisation de ce que nous appelons communément clinique fiduciaire, qui est une composante principale du document de stratégie de développement des capacités de la banque, qui a été approuvé par la banque en vue d'accompagner les gouvernements de ces pays membres régionaux
dans le domaine du renforcement des capacités. La Banque africaine de développement a une stratégie pays qui appuie CPND à travers les projets et programmes à partir du moment où les projets et programmes ne sont pas performants. Il sera difficile pour le gouvernement et la Banque africaine de développement d'atteindre les objectifs fixés. C'est pourquoi la raison d'être de cet atelier, n'est-ce pas, consacré aux projets financés sous financement BAD. Cette session s'appuie sur les récentes recommandations des revues de portefeuille et des documents de stratégie pays pour identifier les faiblesses et les contraintes qui entravent la mise en œuvre des projets sélectionnés. Formés, encadrés, financés. Airtel Tchad et l'ONAPE s'associent pour donner un coup d'accélérateur à l'autonomisation des jeunes. Ce programme vise à renforcer les compétences entrepreneuriales de diplômés sans emploi. Un appui que salue l'opérateur téléphonique, partenaire stratégique du projet. Ce sont des personnes très conscientes des phénomènes de chômage, des phénomènes de sans-emploi, mais ils sont aussi limités. Mais Inch'Allah, je pense qu'avec la volonté des nouveaux dirigeants de l'ONAPE, il y a une synergie qui est insufflée et je suis convaincu que dans les jours ou dans les années à venir, on aura beaucoup de personnes qui se prendront en charge. 2 jours pour apprendre à bâtir un projet, gérer un budget et oser se lancer. Un levier important pour l'ONAPE, engagé dans la promotion de l'auto-emploi. Ces programmes ne se limitent pas à l'octroi de kits ou de financement. Il s'agit d'un véritable parcours d'accompagnement, d'apprentissage, de responsabilisation, où chaque jeune devient acteur de sa réussite et ambassadeur du service de proximité. Airtel apporte l'outil, l'ONAPE apporte la vision, la méthode et l'encadrement. Ensemble, nous semons les graines d'un entrepreneuriat responsable, discipliné et productif. Ce matin au menu, le moringa. Un plat roi dans cette cafétéria de fortune nichée au cœur de Moursal. Ici, les clients en raffolent. Et Féliang en détient le secret de cuisson. Les feuilles sont d'abord soigneusement triées, lavées, puis plongées dans de l'eau bouillante, assaisonnée. Au bout de quelques minutes de cuisson, la sauce est prête. Servie avec du riz pour le plus grand bonheur des habitués. Moringa, j'aime trop. Et c'est ma nourriture préférée. J'ai écouté depuis que je suis à Gassi là-bas, que j'ai écouté qu'ici, le restaurant, il prépare bien moringa, c'est pour cela. On m'a fait plan jusqu'à je suis venu ici à Moursal. Et Féliang ne prépare pas le moringa au hasard. Ici, je prépare ça avec le sel traditionnel. Je ne mélange pas les artificiels. Donc, ils aiment ça trop quand c'est naturel. Ils viennent souvent à partir de 7h, à partir de 13h et à partir de 16h. Réputé comme un super aliment, le moringa reste pourtant peu présent dans l'assiette des Tchadiens. Pourtant, c'est un allié de taille selon les spécialistes. Ça permet en fait d'améliorer la sensibilité à l'insuline et ça permet aussi de réduire le solide pancréatique. À cela s'ajoute aussi le fait que dans les moringas, on a des vasodilatateurs qui font que le moringa permet aussi de réguler la tension artérielle. Et comme on avait dit que dans les moringas, on a de la vitamine C, de la vitamine E, de la vitamine A, et aussi on trouve du fer, aussi du zinc. Donc ça permet à ces niveaux-là de renforcer surtout les défenses naturelles de l'organisme et ça réduit ainsi le risque des infections. Riche en vitamine A, C, en calcium et en fer, le moringa pourrait combler de nombreuses carences nutritionnelles dans le pays selon plusieurs études. Une pluie et il est hors prix, le remblai. À peine 2 semaines, une benne de 10 roues s'est négociée autour de 30 000 francs CFA. Mais ce matin, il est passé rapidement à 60 000, son double. La raison de cette spéculation n'est pas seulement impraticabilité des routes en saison de pluie. Étant donné que le carburant est cher, et le matériel, la distance surtout, nous quittons ici à Ouala, par exemple, nous prenons jusqu'à Koundoul, et certains lieux nous prenons aussi à Dogoré. Et étant donné la distance que nous parcourons et l'état de la route,
Parce que quand il pleut déjà, on a des difficultés à marcher. Et quand on marche difficilement, ça consomme plus de carburant. C'est pourquoi aujourd'hui, le prix a un peu grimpé. Malgré sa cherté, il se vend à contre-cœur, ici à Walia, où des tonnes sont stockées. Avec le remblai, on paye à 35 000. 30 000 même tu peux trouver. Mais pour le moment, on te parle de 45 000. Et le sable, on va te parler de 70 à 75 000. Donc c'est un peu difficile. Le remblai n'est pas la seule star. Le sable gros grain et fin se vendent aussi à prix d'or en saison de pluie, où ils sont plus sollicités pour des travaux d'aménagement des maisons.